Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce samedi 12 novembre. La situation sécuritaire à l'est de la RDC fait bouger la région de Grand Lac et celle de l'Afrique de l'Est. Un véritable balai diplomatique est observé à Kinshasa autour du président Félix Tshisekedi. À la une également, il était une figure, celle de la télévision nationale, et une voix, celle de la Radio France Internationale. Le professeur Kasongome Mayamba s'est éteint, il avait 70 ans seulement. Encore une fois, bonsoir à tous. Commençons par cette triste nouvelle, la disparition d'un baobab de la presse. Tarsis Kasongome Mayamba s'est éteint ce samedi des suites d'une courte maladie. Le professeur Kasongo, ancienne figure de la télévision nationale et une voix très appréciée de la Radio France Internationale, avait troqué le micro pour la communication. Il avait été notamment tout récemment le porte-parole du président Félix Tshisekedi. Je vous propose de suivre son portrait avec Blest Kuzola. Lorsque le chef de l'État avait décrété la mesure d'état d'urgence sanitaire, coup de massue pour la presse congolaise. L'ancien porte-parole du président de la République et PCA de l'Agence congolaise de la presse, Tarsis Kasongomema, a tiré sa révérence ce samedi 12 novembre 2022 à Kinshasa des suites d'une courte maladie. Originaire de Lubumbashi, Tarsis Kasongomema commence sa carrière journalistique dans le milieu sportif en 1972. Quelques temps après, il quitte la direction de sport et devient sous-directeur, puis il est affecté à la présidence du Zaïre et devient chef de l'équipe de reportage. En 1992, il quitte le pays pour la France lorsqu'il perd son poste après une pétition signée pour exiger la liberté d'information à la suite du discours de l'ouverture par le président Mobutu du 24 avril 1990. Il va rejoindre peu à peu l'équipe de la RFI où il présente l'édition Afrique. Il revient au Congo pour l'enseignement à l'université de Lubumbashi et fort de son expertise, il participe au montage de Kyondo Radio-Télévision dans les secteurs du cuivre et il a été nommé depuis le 29 avril 2019 porte-parole du chef de l'État congolais, secondé par Tina Salama, une ancienne journaliste et directrice de programme à la radio Okapi. Il devient président du conseil d'administration de l'Agence congolaise de la presse après son départ de la présidence et il s'éteint le 12 novembre 2022 à Kinshasa d'une courte maladie. Que son âme repose en paix. Kasongomwe Mayamba était âgé seulement de 70 ans, paix à son âme. Et puis je le disais en titre, le ballet diplomatique s'intensifie à Kinshasa. La capitale congolaise a accueilli le président angolais Joao Lourenço en marge des pourparlers de Luanda pour la recherche de la paix à l'est de la RDC. Dans ce même cadre, le Congo va accueillir l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta ce dimanche. Le facilitateur désigné de la communauté d'Afrique de l'Est restera en RDC pendant 48 heures. Sa visite s'inscrit dans le cadre de la relance du processus de Nairobi. Suivez. Il a rencontré le président Paul Kagame. Le chef de l'État angolais Joao Lourenço est à Kinshasa. Il a eu un tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi. Les discussions entre les deux hommes d'État ont tourné autour des questions de la guerre à l'est du pays. Le facilitateur désigné de l'Union africaine sur le conflit entre le Rwanda et la RDC dit rechercher une solution pacifique par le dialogue en vue de mettre fin à la tension dans l'est de la RDC à travers le processus de Luanda, lequel a encore des difficultés à faire appliquer ses résolutions, notamment le cessez-le-feu entre le M23 et les FARDC. De son côté, le médiateur de la communauté d'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta, entend convaincre Kinshasa de réintégrer tous les groupes armés au dialogue qui doit reprendre à Nairobi à la fin de ce mois. La tâche de l'ancien chef de l'État kényan ne va pas être facile, tant la situation sur le théâtre des opérations au Kivu ne plaide pas pour le rappel des groupes armés au dialogue. Mais Uhuru Kenyatta entend aller au-delà du tout militaire. Son programme prévoit aussi un échange avec une cinquantaine de représentants des communautés des provinces de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu, ainsi que des responsables d'institutions. On le voit bien, dans la région des Grands Lacs et en Afrique de l'Est, les voix diplomatiques se lèvent pour trouver une solution politique à la guerre du Nord Kivu. Pour Kinshasa, pas question d'inclure les groupes terroristes à la table des pourparlers.
Je vous propose de suivre à ce propos le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères qui parle des conditions de la RDC pour dialoguer avec les rebelles. Suivez. Pour nous, les conditions sont les suivantes. 1. Il faut que l'M23 cesse ses activités criminelles. 3. Il faut qu'il se retire des localités occupées. 2 plutôt. 3. Il faut que nos compatriotes qui ont été chassés par la violence reviennent à leur domicile. Et 4. Il faut que cesse tout soutien à tous groupes armés et dans les cas d'espèce au M23. Nous ne changerons pas cette conditionnalité. Si on veut qu'il y ait un dialogue, le Congo, le président l'a toujours dit, n'a jamais nourri l'intention d'attaquer quelqu'un, de livrer la guerre à quelqu'un. Nous sommes là. Chrétiens, je dirais, c'est Dieu qui a voulu que la cartographie de l'Afrique, au niveau de l'Afrique centrale, soit ce qu'elle est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qui va changer ça? Ça ne changera jamais. Et ce serait tout à fait irresponsable. Le président l'a dit dans son discours à la conférence diplomatique, à la 12e conférence diplomatique, que ce serait vraiment suicidaire, c'était son expression. Qu'un pays puisse penser qu'il va commander, il va se créer des espaces d'action, d'exploitation, de peuplement au détriment des autres. Non, c'est la coopération. Donc, nous devons avoir le dialogue, mais nous ne négocierons jamais sur l'intégrité territoriale, la souveraineté, l'indépendance de notre pays et le bien-être de nos populations. Si cela est fait. Et parlant de la sécurité, sachez que les troupes kenyanes de l'armée kenyane sont déjà déployées en RDC. Elles ont atterri à Goma dans le Nord Kivu où elles seront établies dans le cadre de la force régionale d'Afrique de l'Est pour lutter contre les groupes armés dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Faisant suite à son appel à la mobilisation générale le 3 novembre dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, a, au cours de la 75e réunion du Conseil des ministres, appelé le ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue de l'enseignement primaire à organiser avec les autorités académiques et scolaires les activités de sensibilisation de la jeunesse et ainsi veiller à inculquer le patriotisme en vue de susciter l'éveil patriotique au peuple. Suivez. 2. De l'éveil patriotique en milieux institutionnels, scolaires et académiques. Le président de la République s'est focalisé sur la question de l'éveil patriotique qui doit s'enraciner dès maintenant dans les milieux institutionnels, scolaires et académiques. En effet, faisant suite à son adresse à la nation le 3 novembre 2022, le président de la République a rappelé à tous et à chacun que la situation que traverse notre pays nécessite une mobilisation générale et effective de toutes les filles et de tous les fils du pays où qui se trouvent en faveur de la nation. Pour ce faire, le président de la République a invité tous les animateurs des institutions de la République à se révéler préoccupés par la situation sécuritaire qui prévaut actuellement et les encourage à impulser dans leurs secteurs respectifs des actions collectives visant à maintenir l'élan patriotique à tous égards. De manière spécifique, le chef de l'État a chargé les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire et de l'enseignement primaire, secondaire et technique à organiser respectivement avec les autorités académiques et scolaires des activités de sensibilisation de la jeunesse congolaise, mais aussi d'accentuer dès l'école maternelle à l'université, au moyen de programmes d'enseignement en vigueur, les rapports à la citoyenneté congolaise et de veiller à inculquer l'amour de la patrie et surtout le devoir sacré de la défendre et de la préserver pour les générations futures. Le président de la République a aussi insisté sur la nécessité d'une prise de conscience par nos enfants et jeunes compatriotes de la matérialisation dans leur vie quotidienne des pivots de notre devise nationale, à savoir paix, justice et travail, qui doivent être le fondamentaux de leur éducation citoyenne. Les autorités compétentes respectives veilleront à ce que
les différentes initiatives soient encadrées et se déroulent en toute sérénité. Cependant, ces activités de veille patriotique devraient s'interdire de se transformer en plateau de recrutement des élèves et étudiants dans des partis politiques. Les partisans de Martin Fayulu ne marcheront pas dimanche pour exprimer leur soutien au FRDC. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a réservé une fin de non-recevoir à la lettre du parti SID en vertu de l'arrêté du 30 septembre 2021 qui interdit des manifestations publiques dans certaines zones de la ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilombaka, ne prend pas acte de l'organisation, le 13 novembre prochain, de la marche du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en sigle, de Martin Fayulu, pour dénoncer l'agression rwandaise et soutenir le FRDC. Dans un communiqué du 11 novembre 2022, le patron de la ville de Kinshasa justifie sa décision par la violation de son arrêté interdisant l'organisation des manifestations publiques dans des zones neutres. Je paraphrase. À ces propos, considérant que l'itinéraire retenu par votre organisation se situe dans une zone neutre instituée par l'arrêté du 30 septembre 2021 portant interdiction des manifestations publiques dans certaines zones dans la ville de Kinshasa, je ne saurais prendre acte de votre requête, a fait savoir Jean Tiningo Bila dans sa lettre. À cet effet, l'autorité urbaine charge le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa de veiller à l'exécution de sa décision. Dans sa correspondance du 7 novembre 2022, le parti SID prévoyait l'organisation d'une marche pacifique le 13 novembre 2022 pour dénoncer l'agression rwandaise. Cette marche avait comme point de départ l'aéroport d'Ndjili en passant par le boulevard Lumumba pour chuter à la place échangeur de Limete. Autre chose à présent, l'hôpital de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, va revêtir de sa plus belle robe. Les travaux de réhabilitation et modernisation de cet établissement sanitaire avancent à pas de géant. Le directeur général du BSECO, accompagné du conseiller principal du chef de l'État, a effectué une visite d'inspection de ces travaux. Jojo Moulamba et Orman Monsanto pour le reportage. C'est pour offrir aux Congolais des services de soins de qualité que le président Félix Tshisekedi a initié le projet de réhabilitation et modernisation de l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamaemo. Pour s'assurer de l'avancée de travaux, le directeur général du Bureau central de coordination, Jean-Mébi Moulumba, accompagné du conseiller principal du chef de l'État au Collège des infrastructures, David Moukeba, ont effectué une visite d'inspection de travaux. Les impressions sont bonnes. Et là, nous venons ensemble avec M. le directeur général du BSECO faire la ronde de ces grands chantiers qui voudraient voir, après plusieurs décennies, l'hôpital général de Mamaemo, qui faisait autrefois la fierté de notre pays, mais qui au finish était devenu un mouroir, porter une nouvelle robe, n'est-ce pas, par rapport à la politique de la modernisation et à la réhabilitation des infrastructures prônées par le chef de l'État. Et ce qui nous réjouit ici, en plus de pouvoir offrir des infrastructures sanitaires de qualité, ce sont les Congolais qui ont été mis en contribution pour pouvoir conclure à la conception, n'est-ce pas, de ce projet. Les travaux qui sont réalisés par 3 entreprises différentes concernent essentiellement la réhabilitation du tout premier pavillon construit en 1912, la morgue, la salle d'urgence et autres bâtiments. Pour la première phase, nous avions 3 constructions et puis une réhabilitation. Dans les 3 constructions, nous avions les bâtiments à 6 niveaux, donc 4 étages, air plus, rez-de-chaussée plus sous-sol, et les bâtiments des urgences. Et puis c'est l'entrée principale de l'hôpital Mamaemo. Et nous avions aussi construit la morgue que vous avez visitée. Et il y a une réhabilitation que nous avions fait, c'est le bâtiment qu'on appelle pavillon 13. C'est le premier bâtiment construit en 1912 à l'époque des Belges. Et ça, nous avions laissé ça pour que ça puisse être un patrimoine pour notre pays. D'après le bureau d'études, les ouvrages seront livrés en juin 2023. Dans le secteur de la justice, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt sur la question consacrée à l'interprétation de certains articles de l'ordonnance loi relative à la répression des infractions flagrantes, mais aussi à l'interprétation de l'article 110 alinéa 6 de la Constitution. Patience Lokeke et Voldi Kengi pour le reportage. La Cour constitutionnelle a siégé ce vendredi 11 novembre
en matière d'appréciation de la conformité d'introduction et de contrôle de la constitutionnalité. Appelé à son audience plusieurs affaires, notamment la R-Const 1745 et aussi la R-Const 1766. La première requête relève l'inconstitutionnalité des articles 1 et 6 de l'ordonnance loi numéro 78/001 du 24 février relative à la répression des infractions flagrantes soulevées par M. Chilobola, Moulumba et Raclé. Après lecture du procès verbal, la Cour a rendu son arrêt quant-à-c'est. La Cour constitutionnelle ségeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétent pour examiner l'exception soulevée, la déclare recevable mais la dit non fondée. Ordonne à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe de poursuivre l'instruction de la cause sous RP 799, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit en outre que le présent arrêt sera signifié aux parties, à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour. Quant à la requête du président de l'Assemblée provinciale de Maniema, relative à l'interprétation de l'article 110 de la Constitution de la RDC du 20 janvier 2011, la Haute Cour dit avoir pris acte de cette requête et promet de notifier au président de 2 chambres de Parlement. Après avoir entendu le procureur général en son avis, dit qu'elle est compétente, dit que la requête est recevable, dit prendre acte du désistement de la requérante, dit n'y avoir pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié à la présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre. Signalons que plusieurs autres requêtes ont été traitées par la Cour au cours de cette audience. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a visité l'entrepôt de Mirosystem, le fournisseur du matériel électoral, à l'aéroport de la capitale sud-coréenne, où sont stockés 10 000 kits prêts à être expédiés en République démocratique du Congo, en prélude des opérations d'enrôlement des électeurs et du processus électoral en général. Voldi Kenki. 10 000 kits d'enrôlement des électeurs sont en voie d'être acheminés en République démocratique du Congo par la société sud-coréenne Mirosystem. Il en reste encore 19 700 à expédier par rapport à la commande faite par la Commission électorale nationale indépendante. Une grande partie de ces premiers lots sera utilisée pour l'enrôlement des électeurs dès décembre prochain dans la première zone opérationnelle qui comprend les provinces de la Choapa, du nord et sud Ubangi, de l'Équateur, du Maïndomé, du Kwango, du Kwilu, du Congo central et de Kinshasa. En séjour à Séoul, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a supervisé l'opération à l'entrepôt de Mirosystem à l'aéroport de la capitale de la Corée du Sud. Je suis agréablement surpris et satisfait. Surpris parce que c'était une tâche, c'était pas évident. Vous savez, le temps a été très limité. C'est en juillet que Miro a gagné un processus compétitif d'appel d'offres et ils ont promis qu'ils avaient la technologie et le savoir-faire pour produire ces kits et tout ce qu'il y a comme matériel connexe. Ils ont promis de le faire à temps. Et nous voyons que sur les 29 700 kits que nous attendions, ils ont déjà produit 10 000. Et cette quantité est suffisante pour que nous puissions couvrir ce que nous appelons l'ère opérationnelle 1. C'est un motif de satisfaction parce que ici c'est un travail de collaboration entre la société Mirosystem et la CENI avec son personnel qui est venu ici, qui a contribué au développement du logiciel, qui a contribué à l'inspection du matériel. C'est vraiment un travail de titan, un travail de grande envergure. Selon la programmation de la centrale électorale, d'ici à mars 2023, l'opération d'enrôlement des électeurs doit prendre fin dans les 26 provinces de la RDC. Outre la réduction du poids du kit, plusieurs innovations ont été introduites dans cette nouvelle technologie que contient ce nouveau dispositif d'enrôlement, dont l'iris de l'œil, la digitalisation de la fiche d'identification et d'inscription des électeurs, l'introduction du système OCR. Place à présent à la page internationale.
La République d'Angola a célébré le 47e anniversaire de son accession à l'indépendance le 11 novembre. Pour cette édition, le président João Lourenço a rendu hommage aux personnages ayant combattu pour l'accession à la souveraineté nationale de l'Angola, des héros nationaux pour cette patrie qui joue aujourd'hui un rôle important, notamment dans la pacification de l'Est de la RDC. Edouard Funda. Le président de la République, João Lourenço, a rendu hommage aux héros de la patrie à l'occasion du 47e anniversaire de la proclamation de l'indépendance nationale, célébré tous le 11 novembre. Le monument brandissant le drapeau dans la halle du Musée national d'histoire militaire honore également les citoyens qui ont contribué à l'indépendance nationale, à la paix et au progrès de l'Angola. Accompagné de la première dame Ana Dias Lourenço, le président Lourenço a communié comme des traditions avec les forces de défense et de sécurité à Luanda. Selon l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, les revenus générés par le service de mobile money du pays ont chuté de 45% au deuxième trimestre 2022 pour s'établir à 7,23 milliards de francs CFA, une tendance qui avait déjà été observée au premier trimestre de la même année. Edouard Funda nous en dit plus. L'inflation au Gabon a franchi les critères de convergence régionale de la CEMAC qui est de 3% à fin juin 2022 d'après la note de conjoncture du ministère de l'économie. Le niveau d'inflation a ainsi atteint 3,5%. Cette hausse concerne notamment les prix des denrées alimentaires qui ont cru de 2,3%. Toutefois, l'inflation est sous contrôle au Gabon. Le Fonds monétaire international classe le Gabon sur la liste des pays au monde les moins touchés par l'inflation en 2022. À en croire les économistes, cette bonne performance du Gabon s'explique par la structure de son économie, mais aussi par les mesures mises en place par le gouvernement afin de limiter des hausses de prix et préserver le pouvoir d'achat des ménages. Par ailleurs, le taux d'inflation dans la zone CEMAC est projeté à 5,2% à fin 2022. Pour tenter de juguler ce niveau d'inflation annoncé, la Banque des États de l'Afrique centrale a une nouvelle fois revu à la hausse deux de ses principaux taux directeurs qui passent de 4% à 4,5% s'agissant du taux d'intérêt des appels d'offres et de 5,75% à 6,25% pour celui du taux de la facilité des prêts marginales. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des différents titres. La situation sécuritaire à l'est de la RDC fait bouger la région des Grands Lacs et celle de l'Afrique de l'Est. Un véritable balai diplomatique est observé à Kinshasa autour du président Félix Tshisekedi. Et puis vous avez suivi également, il était une figure, celle de la télévision nationale, et une voix, celle de Radio France Internationale, le professeur Kasongo Mayamba. Tarsis s'est éteint, il avait 70 ans seulement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis TV.